Guillaume Pelletier, notre invité, bonjour. Bonjour. Député du Loir-et-Cher, vice-président du parti Les Républicains, premier vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier. Nous allons évacuer les polémiques en tout genre. La première concerne Nathalie Loiseau, étudiante à Sciences Po il y a 35 ans. Elle a figuré sur une liste étudiante d'extrême droite. Réaction de Laurent Wauquiez hier. Il estime que Nathalie Loiseau n'a plus le moindre crédit. Vous aussi ? Moi, j'ai suffisamment de divergences avec Nathalie Loiseau aujourd'hui pour ne pas passer mon temps à m'attarder sur son passé. Là, le seul truc qu'on peut lui reprocher, et que les Français peuvent lui reprocher, c'est pas d'avoir commis une erreur de jeunesse. Beaucoup en ont commise, moi le premier. Oui, donc je suis assez à l'aise avec ça. Par contre, c'est de ne pas assumer. Simone Veil avait une très jolie formule, elle disait « Les erreurs, elles ne se regrettent pas, elles s'assument ». Madame Loiseau aurait dû, dès le début, ne pas tergiverser en essayant de nier l'évidence, mais d'assumer. Elle a 55 ans. Ouais. Franchement, ce qu'elle a fait à 20 ans, moi, ne ouais. m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est de dire aux Français que le projet qu'elle porte à l'occasion de ces élections européennes est un projet qui amène l'Europe et la France dans le mur. Bien, non, je vous dis ça, Guillaume Pelletier, parce que Laurent Wauquiez, qui estime que Nathalie Loiseau n'a plus le moindre crédit, pourrait estimer que vous n'avez plus non plus le moindre crédit. Hein, vous, le vice-président du parti qu'il préside. Je vous dis ça parce que comme vous avez été... Oui, mais moi j'ai toujours assumé, vous êtes d'accord là-dessus. Bon. Vous avez assumé, mais vous pourriez ne plus avoir le moindre crédit. Moi aussi. je pense que, au contraire... Pourquoi ces phrases-là, est-ce qu'elles sont utiles, sincèrement? Non mais... Je vous pose la question. Ce que veut dire... Est-ce que Laurent Wauquiez a raison de dire cela, oui ou non? Ce que veut dire Laurent, et à ce titre il a raison, c'est de dire qu'il y a quand même un fossé très agaçant entre une Madame Loiseau qui n'assume pas son passé et une Madame Loiseau qui fait des leçons de morale à tout le monde depuis qu'elle est entrée en campagne. Un peu de modestie. Chacun a le droit d'avoir commis des erreurs de jeunesse. Ce qui compte, c'est que ce en quoi on croit aujourd'hui. Ce qui compte, c'est où l'on va plutôt que d'où l'on vient, comme disait François Mitterrand. Et il était bien placé. C'est une polémique inutile, à mon sens. Totalement inutile. Donc en tout cas, qui ne m'intéresse pas. Alors on passe. Passons. Hein, passons. Autre fait, là, il n'y a pas polémique. Il y a des faits. Après, il y a polémique sur le secret de l'instruction, sur... Pénélope et François Fillon, renvoyés devant le tribunal correctionnel, Guillaume Pelletier. Pour détournement de fonds publics, François Fillon risque 10 ans de prison, jusqu'à 10 ans de prison. Il ne sera pas condamné à 10 ans de prison, hein, que les choses soient claires. Une très forte amende. Que dites-vous? Quel commentaire portez-vous? Je dis deux choses. Alors, vous m'attribuerez au moins le mérite de la cohérence, et ça concerne tout parti confondu, tout homme public qui est mis en cause. D'abord, j'ai toujours eu du mal à voir les tribunaux médiatiques auxquels les hommes politiques peuvent participer se substituer au tribunal judiciaire. C'est important qu'on respecte la présomption d'innocence. C'est très important. Et comme vous l'avez évoqué, le secret de l'instruction. Emploi supposé fictif, voilà, je dirais. Exactement, supposé. Si il est coupable, qu'il soit condamné. S'il est innocent, qu'il soit innocenté. Et puis... tout ça doit nous appeler à beaucoup de retenue. Moi, j'avais été marqué, j'étais un peu plus jeune, par ce qu'avait vécu Éric Woerth, qui pendant 4 années avait été traîné dans la boue pour, à la fin d'une procédure très longue, être totalement innocenté. Donc, voilà, laissons la justice faire son travail. Moi, je ne suis pas de ceux qui hurlent avec les loups. Ce que je dis juste, c'est que l'homme public n'a pas été conduit devant les tribunaux. Mais rappelez-vous, il y avait eu les mises en examen. Oui, d'accord. Oui, je suis d'accord avec vous. Je ne compare pas. Je dis juste, soyons tous les uns et les autres modestes. Il est si facile de détruire en quelques secondes la réputation et l'honneur d'un homme. Il est si rare en France de pouvoir réhabiliter un honneur abîmé et traîné dans la boue. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est pas de condamner tel ou tel sur des faits que je ne connais pas. C'est de tracer une perspective, c'est de porter une vision, c'est de faire de la politique au sens noble du terme et ne pas être de ceux qui toute la journée font des petites phrases. Bien. Guillaume Pelletier, Nicolas Sarkozy, lui, serait l'homme politique le plus apprécié des Français, même à un niveau assez modeste, 30%, mais l'homme politique le plus apprécié des Français. Est-ce que vous attendez quand même qu'il vienne au soutien de François-Xavier Bellamy? Qu'est-ce qu'il attend pour parler? Mais Nicolas Sarkozy fait ce qu'il veut.
Mais encore vous croyez heureux. qu'il va le faire? Mais je n'en sais rien. Vous savez pas, J'ai été son porte-parole. Mais oui, il y a- c'est pour ça il y a, que je vous il y a pose la 8 ans. question. Oui, il y a 8 d'accord, ans. non, mais Il a vous- dit non, qu'il mais arrêtait la d'accord, vie politique. Oui. Et maintenant, certains disent oui, mais il faudrait qu'il revienne, qu'il dise des choses. Mais, Non, c'est pas nécessaire. Mais Nicolas Sarkozy fait ce qu'il veut. Il a bien Et raison, arrêtons, d'ailleurs. Il a bien raison. arrêtons, Mais- surtout nous à droite, arrêtons d'attendre toujours des autres Oui. ce que nous avons à faire nous-mêmes. Le grand enjeu pour la droite, c'est de continuer à l'occasion de cette élection européenne, avec Laurent Wauquiez, avec François-Xavier Bellamy, d'incarner cette troisième voie entre une liste de M. Macron qui patine et qui nous propose en gros l'Europe sans les peuples, une liste de M. Bardella qui nous propose la France sans l'Europe. Nous voulons et l'Europe et la France. Nous aimons et l'Europe et la France. Nous voulons juste tout rebâtir et tout repenser. Eh bien, Tout le monde faisons dit la même campagne chose. Pardon pour les de vous élections. dire, mais tout le monde dit la même chose. Nous voulons l'Europe et la France. Non, oui, enfin, on peut non, pas dire beaucoup. on peut pas dire du Front National. Peut-être pas le Rassemblement Voilà. national. Et on ne peut pas dire à travers la volonté de M. Macron de voir l'Europe s'élargir, à travers la volonté de M. Macron de continuer à avoir une Europe technocratique. Qui a parlé d'Europe, d'élargissement? Ah bah lui, d'Europe il avait Quand dans son discours, je crois, de la Sorbonne, évoqué l'élargissement aux Balkans. C'est un Comme fait. Laurent Wauquiez il y a quelques Non, années d'ailleurs. mais lui, il est président de la Oui, République d'accord. l'année Oui, c'est dernière. vrai. Nous, Non, ce mais qu'on vraiment, veut, Oui. c'est une Europe. Non, mais on n'a pas du tout le même programme. Disons les choses Bon. clairement. C'est important qu'on parle du Mais fond. bien quand sûr, même. on va en parler, Nous, ce qu'on veut, c'est une Europe qui protège, qui défend notre identité et notre civilisation. Une Europe qui règle la question des migrations, qui est l'un des grands enjeux attendus par les peuples européens. Et d'ailleurs, nous y prenons notre part parce que nous sommes le seul parti à proposer ce fameux plan de co-développement avec les pays du Sud. Vous savez, un plan Marshall pour permettre à l'Afrique de se développer. Nous proposons deux choses sur l'immigration. La fermeté absolue sur le territoire européen en éradiquant les filières et les mafias de passeurs qui traitent et qui vivent de la misère humaine d'une part, et deuxièmement de s'attaquer à la cause de ces migrations, qu'est la misère humaine. Aujourd'hui, il y a 24 à 25 milliards confiés par l'Europe à l'Afrique. La plupart de ces montants sont détournés par la corruption. Il nous faut donc réinventer totalement, en échange de contreparties strictes, un plan de co-développement. Ça, c'est une vision optimiste pour l'avenir. Ça, c'est une vision de société, c'est une vision européenne. L'Europe peut et doit régler la question de l'immigration. Guillaume Pelletier, Jean-Pierre Raffarin était sur RTL tout à l'heure. Voilà ce qu'il a dit. Je fais confiance à Emmanuel Macron. Il est le seul aujourd'hui à être capable de bâtir un plan d'action qui peut rassembler les Français et puis nous sortir des difficultés. Ça vous surprend ? Moi, vous savez, je me suis engagé en politique, pas pour commenter. C'est le droit de M. Raffarin de dire ce qu'il pense. Moi, je pense l'inverse. Je vais même vous dire, même si j'attends le contraire, moi, j'aime trop mon pays pour espérer que M. Macron, demain, déçoive. J'espère qu'il va tracer une vision, qu'il va porter un projet de société. Jusqu'à maintenant, il est dans la politique de l'esquive. Il est dans la politique de contournement. Je le mets en garde demain à ce qu'il ne... Vous espérez qu'il ne déçoive pas, mais en même temps, vous espérez qu'il déçoive. Non. Non. Franchement, non. Pour des raisons politiques. Non, franchement, non. Bon. J'aime mon pays, j'aime mes compatriotes. Mais je les vois souffrir sur la question du pouvoir d'achat, de l'inégalité des territoires. Je vais vous prendre un exemple. Allez-y. Monsieur Macron, j'aime pas trop commenter les fuites, mais enfin manifestement c'était... Oui. Alors là, moi non plus, je vous dis tout de suite. On est d'accord. Mais on commande depuis 8 jours ce qui est ridicule. qu'on ne sait pas. Ce qui est ridicule. Mais comme ça a été un peu confirmé par son entourage, admettons, il y a quelque chose qui devrait annoncer, c'est l'engagement qu'il n'y ait aucune suppression et fermeture d'écoles et d'hôpitaux dans les territoires ruraux. C'est une énorme revendication dans nos territoires. Un moratoire. Mais il faut qu'ils disent la vérité. Il n'y a pas une école ou un hôpital tout entier qui menace d'être fermé. Ce sont par exemple pour les écoles, les classes qui sont fermées. J'avais dénoncé à l'Assemblée nationale il y a un an ce phénomène. Monsieur Blanquer et Monsieur Macron m'avaient répondu « il n'y aura rien comme fermeture ». En septembre, on a eu les chiffres, 1097 classes ont fermé dans nos écoles rurales. Si c'est demain pour dire qu'il n'y aura pas de fermeture d'école, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Moi, je lui demande par exemple de s'engager à ce qu'il n'y ait pas de fermeture de classe dans nos écoles rurales. Ça, c'est du concret. Voilà une bonne question pour la conférence de presse, dites-moi. Très concret. Posez-la lui, parce que c'est un engagement très important qu'il doit prendre s'il veut rétablir l'unité entre la France des provinces et le monde parisien. Alors, cette conférence de presse, justement, demain, qu'attendez-vous du président de la République ? Deux choses. Tout d'abord, je viens de vous le dire, une vision. Ce qu'on attend d'un responsable politique aujourd'hui, ça n'est pas d'additionner des mesures catégorielles ou communautarisantes, c'est de tracer une vision. Où est-ce que je veux vous emmener, vous, peuple de France ? Ça, c'est très important. J'ai une réponse à ce titre. Je pense que les Français sont attachés à deux grandes valeurs oubliées, les valeurs d'ordre, d'autorité et de respect.
nous vivons dans un pays où l'anarchie règne, où le communautarisme gangrène la République, où la laïcité est une valeur pourtant fondamentale et battue en brèche. Quand je vois ce qui s'est passé à l'occasion encore d'un congrès ce week-end d'une partie radicale de l'islam, quand je vois, j'ai encore découvert dans la presse ces derniers mois qu'il y a des écoles hors contrat comme l'école Al-Badr de Toulouse, dans laquelle des enseignants sont fichés, dans laquelle on peut permettre à des enfants de tirer. Certaines sont fermées d'ailleurs. Oui, mais l'État n'a pas suffisamment d'arsenal législatif pour dire ça suffit. L'ordre, première valeur. Deuxième valeur, la justice. Nous l'avons évoqué avec vous ces dernières semaines à travers vos 30 propositions. Oui. Les Français aspirent à de la justice sociale et fiscale. Au fond, la France du milieu, la France des classes moyennes n'en peut plus, et moi avec elle, de payer pour les autres, de payer pour une petite minorité tout en haut qui s'engraisse sur le dos des Français, et de payer pour une minorité tout en bas, la France des privilégiés, la France des assistés. Il faut qu'il lance un grand plan au service de la France des classes moyennes, des 70% de Français qui triment, qui travaillent. Les impôts, nous verrons ce qu'il annoncera demain. Moi, on attend, mais j'espère qu'il tracera cette vision avec des mesures très concrètes. J'ai compris. En revanche, il y a un débat qui là dépasse la conférence de presse. Il s'agit du financement de la dépendance et de la réforme des retraites. Oui. Là, c'est très intéressant. Alors, à droite, aux Républicains, mais aussi, encore une fois, Raffarin, vous dites à droite, il faut absolument travailler plus longtemps. On est bien d'accord. Moi, je ne dis pas comme ça. Ah, voilà. J'allais vous poser la question parce que je sais que vous n'avez pas tout à fait la même vision des choses. Moi, je pense... Il faut garder l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans ou pas? Je vous dis deux choses et je vais répondre très concrètement. La première étape que les Français demandent, que les Français méritent, et sans laquelle moi je refuserais d'engager ce débat, c'est qu'il n'y ait plus de régimes spéciaux dans notre pays et de différence entre le public et le privé. Oui, mais c'est très important. Apparemment, c'est ce que prévoit Jean-Paul Delevoye. C'est ce qu'on nous dit. Mais ça fait très longtemps, si longtemps qu'on nous le dit. Peut-être même 40 ans qu'on nous le dit. À peu près mon âge. À droite et à gauche. Ça suffit. Les Français, au XXIe siècle, peut-être que ces privilèges ont été justifiés il y a 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, non. Je vais vous donner un exemple. J'ai été fonctionnaire. Il y a 20 ans, professeur d'histoire-géographie. J'ai été chef d'entreprise, salarié du privé. Et on me dit en tant que fonctionnaire que j'ai droit à 75% de mes 6 derniers mois, et en tant que salarié du privé que j'ai droit à 50% des 25 meilleures années. On n'y comprend rien. Moi, je plaide pour un régime unique de retraite. Première étape. Et deuxièmement, et Ruth Bézieux d'ailleurs, avec vous, il y a quelques semaines, avait dit quelque chose de fondamental. La question n'est pas l'âge légal de départ à la retraite. La question, c'est l'âge légal de liquidation d'une retraite à taux plein. Et il a raison. Moi, je dis, les Français doivent pouvoir partir à la retraite quand ils veulent, à 55 ans, à 65 ans, à 70 ans, quand ils veulent, sauf que en fonction du moment où ils partiront, ils n'auront pas le même montant de retraite. Oui, mais compte tenu. Oui, mais si et pour on ça, ne il faudra calculer. Il faut financer, dites-moi. Ah ben bien sûr. Je vais vous dire comment. Comment Première étape, la suppression des régimes spéciaux et l'égalité publique-privée, c'est au moins 10 à 12 milliards d'euros d'économie. C'est déjà considérable. 10 à 12 milliards, premièrement. Deuxièmement, la simplification absolue d'un régime de retraite, les pays scandinaves en ont montré l'exemple, c'est 5 à 10 milliards d'économies parce que vous savez qu'aujourd'hui, ce qui coûte cher, c'est qu'il y a tellement de modèles de retraite, de caisses de retraite différentes, qu'on a additionné les structures et les strates, personne n'y comprend rien, et ça coûte beaucoup d'argent. Et troisièmement, oui, disons-le aux Français, nous vivons beaucoup plus longtemps. Donc si on part à 55 ans, eh bien la retraite, elle est beaucoup moins intéressante que si on part à 65 ans. Vous êtes d'accord avec Xavier Bertrand ou d'accord avec d'autres responsables je dis que de votre parti? Non, mais non, justement, j'ai une différence, je suis désolé de vous le confirmer. Non, allez-y. Pour vous, il ne faudra pas automatiquement, pour toucher une retraite pleine, travailler jusqu'à 64, 65. Mais parce que ça ne veut rien dire. Oui. Il faut dire la vérité aux gens. Il y a des gens qui ont commencé à 14 ou 15 ans. Donc ce que dit Laurent Wauquiez, ce que disent... ça ne veut rien dire. Mais le débat est sain. Non, nous disons la même chose dans le sens où plus de régime spécial, plus de différence publique-privée. Mais je dis, moi j'ai ma différence, mais je dis ma différence, oui, et ça je l'assume. La question de l'âge légal est un débat suranné. C'est un débat du passé. Il faut juste dire aux Français, nous ne travaillons pas suffisamment tout au long de l'année. Il va falloir travailler davantage, à une condition. Oui. C'est qu'en travaillant davantage,
on gagne davantage. Parce qu'on en a marre Oui, vous d'entendre demandez les une hausse gouvernements... générale des salaires. Oui, j'en ai marre d'entendre les gouvernements successifs dire... Allez, on va enlever un jour férié, vous allez travailler plus, mais on va continuer à augmenter les impôts, avoir votre pouvoir d'achat. Non, moi je propose un triptyque sur le plan économique, que chacun doit bien comprendre, qui est une vision de société. Une baisse des dépenses publiques de 50 milliards. Lutte contre les fraudes fiscales et sociales, 10 milliards. Réforme des retraites, 10 milliards. Simplification du régime administratif, 10 milliards, pour prendre des exemples. 2. Puisqu'on a économisé chaque année 50 milliards, on engage la plus grande baisse des charges et des impôts dans notre pays. 3, on organise, parce que nous aurons baissé les charges sur les salaires, la hausse générale des salaires, pour que le travail paye enfin. Les Français n'en peuvent plus de voir le travail ne plus payer en France. C'est le sujet majeur de la crise que nous connaissons tous les jours. Ceux qui vous appellent le matin, Jean-Jacques Bourdin, tous ceux que je croise chez moi en Loire-et-Cher me disent « Mais monsieur le député, on n'en peut plus ». Même si le pouvoir d'achat semble progresser. Non mais... Là encore, ça veut dire quoi? Je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ce qui est incontestable, il y a le pouvoir d'achat strict progresse, mais sauf qu'à côté, il y a tellement de taxes et d'impôts nouveaux que tout ça s'équilibre à la baisse. Les gens sont pas totalement idiots. C'est pas le pouvoir d'achat net. Non, c'est nous, gouvernement, le salaire je vais vous dire, j'ai tout regardé. Le salaire médian net progresse. Nous, gouvernement, l'INSEE vient de le confirmer. Le gouvernement dit... Non mais attendez, je vais être très précis. Le gouvernement dit, et il a raison, oui. Nous avons mis en place des mesures pour augmenter le pouvoir d'achat des Français. Et c'est vrai qu'il y a des mesures, par exemple, comme les baisses de charges salariales. Ça, c'est vrai. Mais ce que le gouvernement ne dit pas, c'est qu'à côté, il y a tellement d'impôts nouveaux. La taxe sur le diesel, la taxe sur les carburants, la taxe sur le fuel. Elle est suspendue. La nouvelle, pas la précédente. Donc il faut une vision complète qui dise aux Français, nous allons ensemble faire des efforts. Mais ces efforts, immédiatement, seront récompensés. Pour recréer un écart net, très net, entre celui qui fait l'effort d'aller travailler, celui qui entreprend, celui qui prend des risques et celui qui reste chez lui à attendre. Alors la dernière fois vous êtes venu me voir, vous m'avez dit, à propos de la privatisation d'ADP, vous avez pris l'exemple des États-Unis, le pays le plus libéral au monde, qui a interdit la privatisation des aéroports américains. C'est totalement faux. Je suis allé voir. Vinci, par exemple. Vinci gère 5 aéroports américains, dont un aéroport très important, celui d'Orlando, en Floride. Plus de 50% des aéroports européens sont gérés par le privé aujourd'hui. Et la tendance est nette aux États-Unis. Donald Trump le souhaite. Je vais être très précis, et vous avez raison, je ne l'ai pas été assez. C'est Donald Trump qui a permis, par une loi de 2017-2018, une accélération d'une privatisation d'une partie des aéroports américains. Mais l'essentiel des 3000 aéroports américains ne sont pas privatisés. C'est une chose. Deuxièmement, vous l'avez dit, c'est 50-50. La tendance est vers une privatisation. Mais je maintiens, regardons, je vais vous donner un exemple en France, soyons le plus honnête possible. L'aéroport de Nice, privatisé, ça marche bien. L'aéroport de Toulouse, privatisé par M. Macron, confié à un groupe chinois, c'est une catastrophe. Ils ont piqué tout l'argent et la trésorerie, ils sont partis, on ne sait plus où ils sont, et c'est en train de s'effondrer. Eh bien moi je continue à dire qu'avec la majorité au Sénat, et Bruno Retailleau et Gérard Larcher, avec 100 de mes collègues à l'Assemblée nationale, et une majorité du peuple français, ADP, dont on connaît l'importance et l'enjeu, et le rayonnement, pas simplement pour la région parisienne, pour la France entière, privatisé sans garde-fou suffisamment solide, c'est une faute. Ma génération paye aujourd'hui la folie de la privatisation des autoroutes. 15 milliards de dividendes distribués aux actionnaires depuis 11 années sans aucun contrôle. Gilles Carrez le dénonce, il a raison. Une hausse du prix des péages de 20% en 10 ans. Nous, les Français, on n'en peut plus de voir quelques petits groupes privés, de rentiers, monopolistiques, gagner de l'argent sur le dos des Français. C'est ça la puissance publique. C'est une puissance d'équilibre et de justice. Guillaume Pelletier, dernière chose sur les racines chrétiennes, parce que y a un petit débat. Éric Ciotti qui à nouveau veut rouvrir, non, pas ouvrir, oui, il rouvre le débat. Il veut inscrire les racines chrétiennes de la France dans la Constitution. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça vous fait sourire, ça. Non, moi je dis deux choses parce que je veux pas de polémique inutile, mais en même temps je vais vous le dire avec une gravité sincère. Oui. Je pense qu'on commet 2 erreurs en France et en Europe assez lourdes. Moi c'est pas tellement au niveau national, c'est au niveau européen. Pourquoi, lors du traité constitutionnel, et j'avais voté non à l'époque, comme une majorité de Français, l'ensemble des dirigeants européens n'ont pas juste dit la vérité
nous héritons de 2000 ans de racines, de traditions, de patrimoine, de culture chrétienne. Vous pensez qu'inscrire les racines chrétiennes dans la Constitution européenne était une bonne idée? Oui. Je vais vous dire deux choses. Qui s'est opposé à cette idée? Jacques Chirac. Jacques Chirac. Oui, mais vous savez, moi fermement. Je suis très lucide et je pense, et d'ailleurs beaucoup de ces ministres aujourd'hui disent, nous avons probablement commis une erreur, et je pense que l'émotion profonde, assez magnifique et très positive que le drame de Notre-Dame a suscité chez le peuple français, et avec le peuple français dans le monde entier, c'est un attachement fondamental, profond, à ce qui nous fonde, à ce qui nous relie, c'est-à-dire, nous avons eu peur de perdre en 1 heure ce que nos prédécesseurs ont bâti en 1000 ans. Et ça compte des racines. Ça compte à la condition, et c'est ma différence avec certains de mes amis, ça compte à la condition de ne pas vouloir exclusivement se recroqueviller sur nos racines. Les racines ne valent que pour déployer nos ailes à l'universel. C'est lorsqu'on est fier de ce qu'on est, de ce d'où l'on vient, de ce qui fonde notre histoire et notre patrimoine, que nous sommes alors capables de nous ouvrir à l'universel, sans oublier une valeur qui m'est chère et qui est aujourd'hui abîmée, la valeur de la laïcité qui fonde notre République, qui n'est pas la disparition du religieux, qui est l'équilibre, l'alchimie entre la distinction du politique et du religieux, du temporel et du spirituel. C'est ça la France et sa vocation universelle. Merci Guillaume Pelletier, RMC et BFM TV, 8h55.